enchantée de vous être connecté. Donc moi, c'est Cécile Rousier. Donc je suis généticienne dans le centre de référence des maladies mitochondriales à Nice, dans le service de génétique. Donc vous savez qu'il y a deux centres de référence en France. Donc il y a Calisson qu'on coordonne à Nice. On travaille surtout avec Marseille, euh, Montpellier, Toulouse et Lyon. Et puis, bien sûr, on travaille également avec l'autre centre de référence qui est coordonné par Paris, qui est Caramel. Donc, comme je suis généticienne, je vais surtout vous parler de génétique dans cette présentation. Et puis, moi, ultérieurement, je pense qu'on pourra faire des choses plus cliniques avec le docteur Annabelle Chosneau, qui est notre neurologue. Et voilà, donc tout ce qui est versant prise en charge et thérapie, ça sera plutôt avec elle. Donc sur le conseil génétique, je sais qu'il y a eu la semaine dernière un webinaire qui a été fait par le professeur Goisé et je ne sais pas si vous avez pu vous connecter, mais du coup j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu complémentaire et pas trop législatif. Et voilà. Donc, et puis après, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez là-dessus. Donc, comme vous le savez, les maladies mitochondriales font partie des maladies rares. Elles sont de diagnostic très complexe parce qu'elles sont très hétérogènes. Quand on dit très hétérogène, c'est dans le sens génétique et clinique. Et au niveau clinique, elles peuvent toucher aussi bien les enfants que les adultes, que les personnes âgées. Il n'y a pas de règle et elles peuvent toucher tous les organes. Ça peut être un organe isolé, ça peut être une anomalie de la vision, et ça peut être aussi quelque chose qu'on appelle multisystémique, c'est-à-dire qui va toucher le cœur, les muscles, le rein. Donc, il peut y avoir plusieurs organes touchés. De la même façon, au niveau génétique, c'est compliqué. Il peut y avoir différents modes de transmission, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail. Et, et voilà, donc du coup, c'est difficile, alors, à part dans quelques cas où on dit ah, c'est sûrement ce gène-là ou cette mutation, c'est vraiment difficile d'identifier quel va être le gène impliqué. Et c'est pour ça qu'il y a souvent ce qu'on appelle une errance diagnostique, c'est-à-dire qu'entre l'apparition des premiers signes et le diagnostic, il y a quand même souvent un long délai. Donc, ces maladies, elles peuvent être liées à des gènes qui sont situés au niveau de la cellule, au niveau du noyau. Alors, je ne sais pas si vous voyez la souris. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle le génome nucléaire. Et ici, la transmission, elle va être à moitié du père, à moitié de la mère. Enfin, les deux génomes paternels et maternels vont jouer. Alors que les mutations qui sont dues à des gènes situés au niveau des mitochondries. Mitochondries, c'est des petits organites qui sont par dizaines, voire centaines par cellule, hein, qui sont ici dans le cytoplasme. Et donc, quand les mutations vont toucher l'ADN qui se trouve dans ces mitochondries, là, on va parler de transmission maternelle, puisque les mitochondries sont héritées de la maman. Donc, on va y revenir un peu plus en détail après. Donc, par mitochondrie, vous voyez ici qu'il y a plusieurs copies d'ADN mitochondrial et il y a plusieurs dizaines, voire centaines de mitochondries par cellule. Donc, c'est assez compliqué le mode de transmission de l'ADN mitochondrial. Donc, quand on parle de mutation, on parle de modification de la séquence d'ADN. Qu'est-ce que c'est l'ADN? C'est cette chose-là, c'est une longue molécule. Alors ici, c'est la molécule qui se trouve au niveau du noyau de la cellule. Elle se forme des chromosomes. Et donc, cette molécule, elle est composée de bases, ça s'appelle des nucléotides, des paires de bases, parce qu'elles fonctionnent par deux ici. Il y en a 4, A, T, C, G, dans un ordre bien précis.
Et notre génome, c'est l'enchaînement de 3 milliards de paires de bases dans cet ordre bien précis. Au niveau des mitochondries, ce n'est pas 3 milliards de paires de bases, c'est beaucoup plus petit, c'est 16 569 paires de bases. Et l'ADN est sous forme circulaire, comme ça. Quand on analyse l'ADN, on compare souvent ça à un livre, en fait. C'est 3 milliards de paires de bases. On peut dire que ça va composer des livres, des chapitres. Et l'étude de l'ADN, ça s'appelle le séquençage. Ça va être lire page à page ces livres, cette séquence, à la recherche de fautes de frappe. Donc, une mutation, ça va être donc, une faute de frappe, une modification de la séquence ADN. On appelle ça aussi variation ou variant pathogène. Mutation, c'est un terme un petit peu ancien maintenant. Bon, ça fait quelques années qu'on utilise plutôt le terme variant pathogène que vous trouverez sur les comptes rendus. Si vous avez fait des analyses génétiques récentes, ça sera plutôt marqué variation ou variant pathogène à la place de mutation qu'on évite d'employer. Alors, pour montrer un peu plus près ce que c'est une mutation, donc ici, on a une molécule d'ADN, on va dire référence, qui est un ADN qui ne donne pas de maladie. Et ici, un patient où on voit que la séquence ici qui fait CAATAC, elle a été remplacée par CAATCC. Alors ici, on n'a pas l'impression que ça soit, on se dit, bon, ça va, c'est une lettre au milieu de beaucoup d'autres. Et pourtant, ça change complètement le sens de la phrase. Si on compare à une phrase, si on met les maladies mitochondriales sont des maladies rares, on change le A par un C, ben, on voit que mitochondrial, ça devient mitochondrique, et ben, la cellule, elle ne va pas comprendre. Le sens de ce nouveau mot. Et donc, dans ce cas-là, la protéine qui va être synthétisée, si elle est anormale, ben, ça va entraîner une maladie. Donc, les mutations, ça peut être comme ça un changement de lettre, ça peut être aussi une lettre en moins, comme ici le A qui a été enlevé, ou une lettre en plus. Ici, on a rajouté un T. Et dans tous les cas, si ça a une conséquence sur la protéine ou la fonction enfin, qui était prévue, si ça la modifie, si elle est anormale, bah, ça peut entraîner la maladie. Donc, en ce qui concerne le mode de transmission, si cet ADN, si l'ADN qui est muté, il est au niveau du noyau, on va parler de autosomique. Donc, je ne parle pas ici des chromosomes X et Y qui sont liés au sexe. C'est le plus fréquemment dans les maladies mitochondriales, c'est de l'autosomique ou de la transmission liée aux mitochondries, de la transmission maternelle. Dans le cas de la transmission autosomique, on peut avoir ce qu'on appelle du récessif, c'est-à-dire que les deux parents d'un individu malade n'ont pas de signes. On appelle ça des porteurs sains. Ou du dominant. Donc, on a de l'autosomique récessif, les deux parents sont sains et l'enfant va être malade. Dans le cas du dominant, la maladie se transmet de génération en génération et donc vous allez avoir plusieurs individus dans la famille, de génération en génération, qui vont être atteints. Dans l'hérédité mitochondrielle, ce sont les mamans qui vont transmettre, on va revoir un petit peu après, puisque les mitochondries sont transmises par les femmes. Et les hommes qui vont être malades, par contre, ne transmettront pas les mutations et donc ne transmettront pas la maladie. Que ça soit de l'autosomique ou du mitochondrial, les hommes comme les femmes peuvent être atteints. Ce n'est pas lié au sexe. Ce sont les modes de transmission les plus fréquents. Dans les maladies mitochondriales, c'est plus rare. On peut voir du récessif lié à l'X parce qu'on peut tout voir dans les maladies mitochondriales.
mais c'est plus rare. Dans ces cas-là, ça touche le chromosome X. Et donc, comme les femmes ont deux chromosomes X, ici vous avez cariotype d'une femme, et les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y, on voit bien que s'il y a une mutation sur le chromosome X, les femmes, elles vont compenser par l'autre chromosome. Et donc, en fait, elles vont soit avoir rien du tout, soit avoir des signes mineurs, alors que les hommes, eux, vont pas pouvoir compenser avec un chromosome X et donc vont présenter des signes plus graves. Si on schématise un petit peu, la transmission autosomique récessive, donc on voit ici une famille avec le papa et la maman qui n'ont rien et qui ont eu donc des enfants dont deux malades, un garçon et une fille. Ça pourrait être un exemple de maladie d'Alpers qui est due à des mutations du gène POLG, donc il y a un gène, le gène le plus fréquemment muté dans les maladies mitochondriales. Donc les parents ici, ce qui est de représenter, c'est les deux copies du gène. Pour chaque gène qui est dans le noyau de la cellule, on l'a en double exemplaire. Une copie qu'on hérite de papa, une copie qu'on hérite de maman. Donc ici, bon, il y a papa ou maman, peu importe, un parent, un deuxième parent, avec chacun une copie mutée, une copie pas mutée. C'est ce qu'on appelle hétérozygote. Ça aussi, vous pouvez voir sur les comptes rendus. Quand il y a marqué à l'état hétérozygote, ça veut dire que une copie du gène est mutée et une copie du gène n'est pas mutée, elle est normale. Donc, dans le récessif, les hétérozygotes, ils vont bien. Ils sont juste porteurs. Quand on a des enfants, on donne la moitié de notre patrimoine génétique. Donc, on va donner soit une copie, soit l'autre. Et donc là, dans ce cas-là, chaque individu va donner soit la copie mutée, soit la copie pas mutée. Et donc, ça donne 4 possibilités. Les enfants vont avoir soit, malheureusement, les deux copies mutées, et là, la maladie va se déclarer. Donc, on parle de homozygote quand les deux copies ont exactement la même mutation, ou hétérozygote composite quand les deux copies sont mutées, mais ce n'est pas les mêmes mutations. C'est le même gène, mais ce n'est pas les mêmes mutations. Ensuite, les enfants peuvent être porteurs comme les parents, donc sont hétérozygotes, ou alors ils peuvent avoir aussi reçu les deux copies non mutées, on parle d'homozygote sain. Donc, pour un couple où tous les deux sont porteurs hétérozygotes, ils ont un risque sur 4 à chaque grossesse d'avoir un enfant malade. Pour l'autosomique dominant, on voit ici sur cet arbre qu'à chaque génération, il va y avoir des individus qui vont être malades. Ici, on a un monsieur qui présente par exemple une myopathie oculaire, c'est-à-dire une atteinte musculaire au niveau du muscle de la paupière, par exemple, qui est liée à une mutation dans le gène Twinkle. Et à chaque fois qu'il a des enfants, ce monsieur, comme il est porteur hétérozygote, il a une copie mutée, une copie mal mutée. Et contrairement au récessif, ici, une seule copie mutée va entraîner la maladie. À chaque enfant, il va transmettre soit la copie mutée, soit la copie mutée, soit la copie non mutée. Et donc, le risque à chaque fois est de 50%. C'est un risque sur 2, soit d'avoir hérité de la copie mutée, soit de la copie non mutée. Et donc, soit on a la maladie, soit on ne l'a pas. Souvent, donc, c'est hérité, mais dans les transmissions dominantes, parfois, on a des parents qui ne sont pas atteints. Il y a la mutation survient entre 2 générations. Donc, il n'y avait pas la mutation là, ni chez le père, ni chez la mère. Il y a eu une mutation qui est survenue sûrement au niveau des gamètes, des cellules avant la fécondation. Et donc, là, l'individu, il est tout seul à être muté dans la fratrie. Par contre, une fois que la mutation est là, elle est dans toutes les cellules et donc la transmission après, pour les générations après, va suivre ce qu'on vient de voir de 50% à chaque fois.
Donc, je n'ai pas détaillé le récessif lié à l'X parce que c'est un peu compliqué, puis c'est plus rare. Mais s'il y a des questions après, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. En ce qui concerne l'hérédité mitochondriale, donc on appelle maternelle, parce que là, donc on n'est plus dans les gènes qui sont dans le noyau, on est dans l'ADN qui se trouve dans les mitochondries. Et donc, on voit bien que ici, on a une maman et un papa avec un ovule et un spermatozoïde. Quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, les mitochondries du spermatozoïde, qui lui servent à bouger, vont rester dehors. Et donc, l'embryon, le futur bébé, va n'avoir que les mitochondries, ici en rose, de la maman. Donc, si dans ces mitochondries, il y a des mutations, elles vont être transmises. En revanche, si le papa a des mutations, elles vont rester dehors, elles ne seront pas transmises. La particularité des maladies mitochondriales, ce qui fait qu'elles sont aussi très hétérogènes dans celles qui sont liées à des mutations de l'ADN mitochondrial, c'est la notion d'hétéroplasmie. Ça correspond en fait, ça, c'est une cellule avec plusieurs mitochondries dedans, et dans chaque mitochondrie, vous voyez qu'il y a plusieurs copies d'ADN mitochondrial. Ici, en bleu, ce sont les copies mutées. Et donc, on voit que ce pourcentage de copies mutées peut varier. Il peut y en avoir pas du tout, un petit peu ou beaucoup. Et en fonction des pathologies, plus on a de copies mutées et plus la pathologie va être sévère. C'est ce qu'on appelle donc la notion d'hétéroplasmie et de seuil. Pour certaines pathologies, en dessous de, on va dire, 80%, on sait qu'il y aura quasiment rien. Par contre, au-dessus de 90%, on peut avoir par exemple un syndrome de Leigh. Pour d'autres pathologies, il faudra être à 100% pour qu'il y ait la maladie. Pour d'autres, on sait que pour un diabète surdité, on peut avoir des signes autour de 50%. Cette notion d'hétéroplasmie, elle est aussi variable suivant les tissus, on va y revenir après. Et donc, c'est très difficile à interpréter parce que voilà, ça dépend de la pathologie, du tissu. Voilà, la notion de 50%, c'est grave pour un individu ne va pas être la même pour une autre famille avec un autre variant, un autre tissu. Ici, on voit dans cette famille donc, que la maman ici, cette dame, elle est porteuse de mutation de l'ADN mitochondrial. On voit qu'elle n'a pas transmis la maladie à tous ses enfants, puisque en fonction, en effet, encore là, du taux d'hétéroplasmie qu'elle va transmettre, certaines personnes vont avoir la même forme, soit des formes pas du tout, soit intermédiaires. On voit qu'il n'y a que les femmes qui transmettent ici, alors que les hommes, ici et ici, ne transmettent pas. Donc c'est ici l'exemple d'une famille avec qui pourrait avoir une mutation 32-43 qui donne des tableaux très variables, soit de diabète isolé, diabète surdité, ou des formes plus sévères avec des atteintes musculaires et voire des encéphalopathies, des atteintes cérébrales. Voilà, donc ça, c'est les modes de transmission qui vont être expliqués notamment justement en consultation de génétique en fonction de la pathologie qu'a le patient. Donc, tout, donc je n'ai pas voilà, détaillé cette partie-là de consultation génétique qui est bien détaillée dans le webinaire du professeur Goisé, qui sera en replay aussi sur Philnemus. Mais pour faire bref, donc le conseil génétique, les consultations de génétique s'adressent soit à des patients chez lesquels on n'a pas encore de diagnostic et on va faire des analyses pour trouver un diagnostic et ou à des apparentés dans le cadre de diagnostic dans la famille d'une maladie et puis qui va venir chercher des informations.
pour lui-même, pour sa descendance, etc. Donc, en fonction de ce qu'on recherche, on va pouvoir être amené à faire des tests génétiques. Donc là encore, soit dans le but de trouver un diagnostic, soit dans le but de chercher si on est porteur, s'il y a déjà eu un diagnostic dans la famille. Dans tous les cas, ce test, évidemment, n'est jamais obligatoire. Il faut que le patient ait bien compris les tenants et les aboutissants de cette analyse génétique et la signature d'un consentement est obligatoire. À tout moment, le patient qui a choisi de faire un test génétique, mais qui y reviendrait sur sa décision, peut dire au généticien: «J'ai changé d'avis, je veux plus faire l'analyse». Voilà, c'est pas parce qu'on a dit à un moment qu'on voulait faire des analyses qu'on est obligé de continuer. Une fois qu'on a le résultat, bah, donc le généticien ou le spécialiste qui a fait l'analyse, le prescripteur, rendra le résultat, expliquera, la prise en charge et ce qui est important dans les maladies génétiques, c'est que dans la majorité des cas, le diagnostic se rendu a des conséquences pour la famille, puisqu'il y a une transmission des gènes. Donc l'information à la parentèle, c'est une notion très importante puisque, c'est une obligation, légale. Donc quand on fait une analyse génétique, on va informer le patient que s'il y a quelque chose qui est identifié, qui va pouvoir avoir une conséquence pour la prise en charge des apparentés, pour la surveillance, pour le conseil génétique, il va avoir une obligation d'informer les apparentés. Donc soit ça peut être fait par le patient, lui-même, ce qui est la majorité, des cas, soit si le patient ne souhaite pas avoir de contact avec les membres de la famille, parce que pour X raisons, il peut demander au prescripteur, de façon anonyme ou pas, selon son choix, d'informer les membres de la famille qu'il y a un résultat qui peut avoir des conséquences pour sa santé et que potentiellement il peut faire l'analyse ou un suivi, etc. Donc les prélèvements, qu'on réalise dans les maladies, génétiques, comme les maladies mitochondriales, le plus, fréquemment, pour analyser, ces fameux gènes nucléaires qui sont dans le noyau, ce sont, des prises de sang. De façon classique, on fait une prise de sang et on va analyser, l'ADN. Dans les maladies mitochondriales, les particularités, c'est on vient de le voir, dû à cette hétéroplasmie, cette notion que le nombre de copies, le nombre de copies mutées d'ADN mitochondrial est variable suivant les tissus. On va pouvoir proposer soit, du sang, de la même façon que précédemment, mais aussi des urines ou, du muscle. Pourquoi? Parce que le muscle, ben, c'est quand même un tissu qui est très souvent, touché dans les maladies mitochondriales et donc ça traduit un taux, donc un pourcentage de molécules mutées plus élevé. Et parfois, donc c'est pas tout le temps le cas, mais parfois si on fait l'analyse juste sur le sang, on risque de passer, à côté parce que, ben, dans le sang, en fait, c'est particulier, en fait, hein. Le sang se renouvelle tellement vite et souvent qu'il a tendance à éliminer les molécules mutées et on peut passer à côté si on fait l'étude que sur le sang. C'est pour ça que le médecin va être amené à proposer, une biopsie musculaire ou moins invasif et qui peut aussi être un bon tissu pour, mettre en évidence des mutations de l'ADN mitochondrial, ce sont, les urines. Non, c'est dit, t'arrêtes un peu. Heu, Pourquoi alors on demande, des biopsies? Donc on peut aussi demander, des biopsies musculaires, mais on peut aussi demander des biopsies cutanées. Alors des fois, on n'a pas trouvé de diagnostic génétique et on cherche des arguments en faveur d'une maladie mitochondriale. Parce que sur le muscle, on peut aussi il n'y a pas que l'ADN. On va voir la structure des fibres musculaires. On va étudier la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, c'est justement ce qui est dans les mitochondries et qui fournit l'énergie. Donc ça, on peut l'analyser qu'à partir
d'une biopsie musculaire ou cutanée. Parfois, on a fait des analyses d'ADN, mais on n'arrive pas à interpréter ce qu'on voit. Et donc, on peut être amené à faire des analyses sur des tissus, là aussi, où on va pouvoir regarder si la mutation qu'on a trouvée dans tel gène, elle a une conséquence. Et au lieu de regarder le gène muté, on va regarder la protéine mutée. Est-ce qu'elle, enfin, suspecte en tout cas, et on va regarder si elle fonctionne bien ou pas. Est-ce que la faute de frappe qu'on a identifiée dans le livre, est-ce que vraiment c'est ça qui est responsable de la maladie? Parce que vous avez vu sur les 3 milliards de paires de bases qu'on a, on est tous porteurs de faute de frappe, on est tous porteurs de modifications de l'ADN, mais la difficulté, c'est d'interpréter, est-ce que ces fautes de frappe, elles sont vraiment responsables de la maladie ou est-ce qu'elles sont des fois juste bénignes, hein, c'est ce qui fait qu'on est tous différents, qu'on est brun, blond, roux. C'est aussi des modifications, mais elles sont pas pathogènes. Donc, ça peut aider à interpréter les données génétiques, de faire des biopsies. Et puis, même quand on a un diagnostic, des fois, on est aussi amené à demander des biopsies parce que les gènes ne sont pas bien connus. Et donc, on veut comprendre comment ils fonctionnent dans un cadre de recherche pour, bien sûr, le but, c'est toujours aller trouver des traitements. Et pour trouver des traitements, il faut comprendre comment fonctionnent les gènes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Un dernier point donc, je voulais voir, donc, c'est la notion de diagnostic prénatal donc, qui peut être proposé justement quand on n'a pas de traitement, qu'on a des pathologies qui sont sévères, qui sont incurables. On peut demander pour les couples qui le souhaitent de dépister si l'enfant à venir va être malade ou pas. Donc, soit si la grossesse est déjà en cours, c'est ce qu'on appelle un diagnostic prénatal. Donc là, il y a deux approches. La plus fréquente encore actuellement, c'est ce qu'on appelle le diagnostic prénatal classique, qui va se faire en fait par une ponction soit du futur placenta, ce qui s'appelle le trophoblaste, au 3e mois de grossesse, ou un peu plus tard, on peut faire une ponction de liquide amniotique. Ça, c'est ce qu'on appelle la myosynthèse, qui est préconisée aussi pour les mutations de l'ADN mitochondrial. Ça va être plutôt une amyosynthèse. Et donc, là-dessus, on va voir si le bébé est atteint ou pas. Et malheureusement, s'il est atteint, on peut demander une interruption médicale de grossesse. Plus récemment, il y a des techniques de diagnostic prénatal non invasif qui ont été mises au point, ce qui permet sur une prise de sang maternelle de voir si le bébé est porteur des mutations. Donc là, ça évite des gestes justement qu'on appelle invasifs, donc de ponction de liquide ou de trophoblaste. Et puis, si on veut agir avant la grossesse, c'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Donc là, il nécessite de la procréation médicalement assistée. On va faire une fécondation in vitro. Et puis, une fois que les embryons ont été commencent à avoir quelques cellules, en fait, on va prendre une ou deux cellules de chaque embryon, on va la tester et on va voir quels sont les embryons qui ne sont pas porteurs des mutations et on va réimplanter dans l'utérus de la maman les embryons qui ne sont pas porteurs. Voilà, donc ça, c'est fait dans des centres spécialisés, hein. Il y a 5 centres en France, donc c'est des centres de diagnostic préimplantatoire. Voilà donc les points que je voulais aborder en ce qui concerne le conseil génétique. Euh, donc, bah, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions particulières. Il y a certaines maladies où on n'a pas besoin de l'analyse génétique pour confirmer. Euh, Après, dans les maladies mitochondriales, pour être sûr, en général, il faut la confirmation génétique parce que c'est tellement ce qu'on appelle aspécifique que, si vous voulez, par exemple, dans les myopathies de Duchenne,
C'est une protéine qui n'y est pas, la dystrophine. Si vous faites une biopsie musculaire et que vous ne voyez pas de dystrophine, vous avez votre diagnostic, il n'y a pas besoin de faire une analyse génétique. Mais dans les maladies mitochondriales, si vous faites une biopsie que la chaîne respiratoire ne marche pas bien, ça ne veut pas dire que c'est une maladie mitochondriale. Ça peut être autre chose qui retentit sur la mitochondrie. Et donc, c'est quand même, je vois, même si on a une très forte suspicion, en général, il faut quand même toujours la confirmation génétique. Je pense qu'ils trouveront la Ils trouveront la réponse dans la réponse, ouais. vidéo, mais Voilà. voilà, c'est vraiment important. Des fois, les gens n'osent pas aller jusqu'à la biopsie musculaire, mais quand on a une forte suspicion et qu'on n'a pas trouvé autre chose, il faut la faire. D'accord. Donc, alors ça, il n'y a pas vraiment de consensus parce qu'il n'y a pas de vitamines ou de suppléments qui soient efficaces à 100%, hein. On ne va pas dire, ah ça, il faut... il y en a qui combinent plusieurs vitamines. Nous, ce qu'on met surtout, c'est le coenzyme Q10. Mais sur le mélas qu'on a vu, ça va être l'arginine. Donc, il n'y a pas de règle, il n'y a pas vraiment de consensus. Il faut adapter en fonction de la pathologie. Et Oui, bah, c'est exactement ce qu'on a dit aussi à l'autre dame, hein. C'est que, évidemment, plus le taux d'hétéroplasmie chez la personne est, est bas, moins elle a de risque de transmettre la maladie. Plus c'est haut, c'est sûr que par exemple, dans les maladies de Leber, les taux d'hétéroplasmie sont à 100. Donc à 100, bah forcément, vous allez transmettre toutes vos... Vous avez que des mitochondries mutées, donc vous allez pouvoir transmettre que des mitochondries mutées. Quand vous avez des taux d'hétéroplasmie de 20%, le risque est très faible, mais encore une fois, on ne peut pas le chiffrer. Et on ne peut pas dire que ça ne va pas passer de 20 à 80%. C'est vraiment au hasard des divisions cellulaires. d'accord. C'était très dépendant de la personne et de la pathologie, hein, mais au niveau de la gestion de l'effort physique, de toujours gérer des petits moments d'activité physique régulièrement plutôt que d'essayer de faire un effort un peu plus intense un jour, puis pendant 3 jours rien faire, de faire un petit peu tous les jours plutôt que quelque chose de plus fort qui va en effet trop fatiguer et qui va avoir des conséquences délétères derrière. Un petit peu tous les jours. Merci à tous d'avoir participé à la réunion Zoom du 29 février, Journée internationale des maladies rares. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et notre chaîne YouTube ainsi que LinkedIn. N'oubliez pas que nous avons besoin de dons pour pouvoir réaliser toutes nos actions, aider les malades, soutenir les malades et réaliser leurs rêves et soutenir la recherche. Nous vous remercions aussi de partager le maximum tous nos réseaux sociaux pour faire connaître le maximum les maladies mitochondriales. Merci à tous. Au revoir.